Tout le village a ri quand ce paysan a ramené ce tracteur italien. Ses voisins juraient qu'il était fait de pâte et de tôle bon marché. Face aux puissantes machines allemandes, ce Fiat n'avait aucune chance dans la boue mortelle de Picardie. Mais par une nuit glaciale, quand la haute technologie a rendu l'âme au milieu d'une violente tempête, ce monstre rejeté a fait l'impensable. Voici comment une simple machine méprisée a sauvé toute une région de la ruine absolue. Restez bien jusqu'à la toute fin pour découvrir comment ce géant a pris sa revanche. Avant de plonger dans l'histoire, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo aujourd'hui. J'adore vraiment découvrir de quelle région ou de quel pays viennent mes spectateurs. Installez-vous confortablement. On commence. Le bruit était totalement faux pour le silence matinal de la plaine picarde en ce mois de mars 1984. Ce n'était pas le claquement rythmique et presque rassurant d'un moteur d'œufs refroidi par air. Ce n'était pas non plus le sifflement clair et familier d'un faon. Ce qui roulait sur le chemin goudronné et poussiéreux menant à la ferme de Jean Morel sonnait beaucoup plus grave, plus hostile. Cela ressemblait au diesel d'un navire brise-glace qui se frayait péniblement un chemin à travers une mer démontée. Un grondement sourd, presque menaçant, qui vous faisait vibrer l'estomac bien avant que vous ne puissiez apercevoir la machine à l'horizon. Jean Morel se tenait à l'entrée de la cour, les mains fermement agrippées à son carnet. Devant lui, sur la lourde remorque surbaissée du transporteur, trônait une machine qui, dans ce petit village, sonnait comme une véritable déclaration de guerre. Ce n'était pas un vert profond et traditionnel. Ce n'était pas un rouge éclatant. C'était un brun terreux et sombre. Une teinte terre cuite, presque terracotta, qui, sous le soleil froid et aveuglant de mars, donnait l'impression d'être forgée dans du fer incandescent. Sur le flanc de l'immense capot, on pouvait lire de larges chiffres blancs, des chiffres qui allaient devenir un mythe absolu au cours des décennies suivantes. 180 turbos. Derrière la clôture, ils étaient déjà là, les voisins, et en première ligne, François Dupont, le plus grand céréalier des environs, un homme pour qui tout ce qui ne sortait pas des usines allemandes n'était que de la vulgaire ferraille. François s'approcha du porte-char, les bras croisés sur la poitrine, un sourire condescendant accroché aux lèvres. Il ne riait pas aux éclats, il souriait juste avec pitié, comme on regarde un enfant qui viendrait de dépenser toutes ses économies pour un jouet déjà cassé. À travers le sifflement des freins pneumatiques du camion, il lança sa pique. « Alors, Jean, tu as décidé d'ouvrir une pizzeria ?» François s'avança encore, désignant le monstre du menton. « Le concessionnaire t'a vraiment fait croire que tu pourrais labourer la terre lourde de Picardie avec des macaronis? Regarde-moi cet engin. Beaucoup trop de tôle, beaucoup trop de frimes. FIAT, ferraille invendable à Turin. C'est bien ça, non? Avant l'été, ta cabine sera rongée par la rouille. Et quand la première durite va péter au milieu des betteraves, tu vas devoir chercher dans l'annuaire un mécano qui parle italien. Pour ce prix-là, tu aurais pu avoir un faon, une machine avec de l'honneur. Ça, ce n'est qu'un tas de tôle colorée. Jean Morel ne répondit pas immédiatement. Il monta lentement sur la première marche de la remorque. Le Fiat Agri 180 à 90 dominait absolument tout ce qui avait jamais posé les roues dans cette cour. Il sentait la peinture neuve, l'huile de transmission épaisse, et surtout, il dégageait une aura de violence brute que François et les autres ne comprenaient pas encore. Jean posa calmement sa main nue sur l'imposant bloc en fonte massif du pont avant. C'était froid, dur, indestructible. Il a 180 chevaux. François, dit Jean d'une voix basse et posée. Un moteur Iveco 6 cylindres. 8 litres de cylindrée. Il n'a pas d'ordinateur. Il n'a pas de capteurs qui vont se mettre à clignoter à la première goutte de pluie. Il n'est fait que de fer et de feu. Et demain, quand l'argile des terres noires sera aussi collante que du goudron, on verra bien si ta fierté tient le coup face à cet Italien. Pour comprendre réellement pourquoi Jean Morel avait pris ce pari insensé, il faut se replonger dans la dure réalité de l'année 1984. Pour les agriculteurs français, et particulièrement dans les plaines de Picardie, l'époque était rude. Les rendements étaient peut-être au rendez-vous, mais les marges bénéficiaires s'effondraient inexorablement. Les coûts de production grimpaient en flèche, et chaque franc dépensé pesait lourdement sur la survie de l'exploitation. Acheter un tracteur allemand flambant neuf coûtait alors une véritable fortune, une somme astronomique qui représentait à elle seule le prix d'un nouveau hangar ou l'avenir financier des enfants. Le Fiat Agri, lui, était proposé à un prix nettement inférieur, une différence qui donnait le vertige. Mais pour Jean, l'argent n'était qu'une partie de l'équation. Il n'avait pas choisi cette machine par simple soif d'économie. Il avait forgé sa conviction un an plus tôt, lors d'une exposition agricole étouffante à Vérone, en Italie. Sous un soleil de plomb,
Au milieu d'épais nuages de poussière étouffante, il avait vu ces géants de terre cuite travailler sans relâche. Des journées entières, poussés à bout, brutalisés par des outils immenses, sans qu'aucun mécanicien ne vienne les cajoler, sans qu'aucun capteur électronique sensible ne déclenche une alarme paniquée pour stopper net le travail. Jean cherchait cette robustesse implacable, cette endurance aveugle. Il ne voulait pas d'un ordinateur capricieux sur roue, il voulait un monstre capable de tirer jusqu'à ce que le monde lui-même s'arrête de tourner. Pourtant, cette vision avant-gardiste était difficile à faire accepter aux siens. Dès le lendemain de la livraison, la cour de la ferme s'était transformée en un véritable tribunal de village. La vieille garde locale, ses patriarches aux mains burinées par des décennies de labeur, défilaient les uns après les autres pour inspecter l'intrus. Ils tournaient autour du colosse italien, l'œil plissé, cherchant désespérément la faille. Ils scrutaient l'intérieur de la cabine, dessinée par le célèbre bureau de style Pininfarina, et renaclaient de mépris. Trop de plastique à l'intérieur, grommelait le plus vieux d'entre eux en tapant sur l'aile d'un air dédaigné. De la frime d'italien pour aller dans la boue. Et puis, ils épluchaient la fiche technique avec une ironie mordante, pointant du doigt la fameuse boîte de vitesse. 16 rapports. Les anciens éclataient d'un rire jaune. Pourquoi diable un paysan aurait-il besoin de 16 vitesses différentes? Un vrai tracteur se conduit avec 3 rapports, un lent pour la charrue, un rapide pour rentrer à la ferme et un pour reculer dans la grange. Ils prédisaient tous, avec une certitude glaçante, que ce labyrinthe d'engrenages complexes allait se gripper et mourir à la première gelée d'automne. La nuit qui suivit cette inquisition impitoyable fut longue, atrocement longue. Allongé dans l'obscurité de sa chambre, Jean ne trouvait pas le sommeil. Il écoutait le battement lent et régulier de l'horloge du couloir, un son lourd qui résonnait comme le tic-tac angoissant de ses propres dettes à la banque. Il repensait aux rires, aux moqueries, et surtout, il pensait à ce qu'il attendait au lever du soleil. Les terres noires, rien que l'évocation de ce nom faisait frissonner les hommes les plus endurcis de la région. C'était une vaste parcelle maudite, composée d'une argile bleue si lourde, si amoureuse et viscéralement collante, qu'elle agissait comme un aimant géant sur tout ce qui tentait de la profaner. C'était un sol perfide qui ne pardonnait absolument aucune faiblesse. À peine un an auparavant, cette même terre avait vaincu un entrepreneur pourtant expérimenté, carbonisant littéralement l'embrayage de son tracteur de 150 chevaux au beau milieu d'un sillon, dans un nuage de fumée âcre. Si le Fiat Agri échouait demain dans cet enfer de boue épaisse, si la belle mécanique de Turin s'agenouillait face à la rudesse picarde, Jean Morel serait ruiné. L'heure de vérité était imminente, et le silence de la nuit semblait déjà lourd de la violence du combat qui se préparait. Gemini cède. Lorsque le soleil se leva péniblement ce matin-là, perçant à peine le brouillard épais et humide qui recouvrait les terres noires, le comité d'accueil était déjà en place. Au bord de la parcelle, la terre glaise collait déjà lourdement aux bottes en caoutchouc des voisins rassemblés. Ils se tenaient là, silencieux, les bras croisés, le souffle formant de petits nuages blancs dans l'air glacial. Ils attendaient tous de voir la fierté de Jean s'effondrer. François Dupont trônait au premier rang, un sourire narquois aux lèvres. Il avait même pris la peine de sortir son appareil photo, le tenant fermement entre ses mains, prêt à immortaliser la seconde exacte où l'embrayage du tracteur italien partirait en fumée sous l'effort impossible. L'ambiance était lourde, semblable à s'y méprendre à celle d'une exécution publique. Dans l'habitacle au capitonnage bleu, cette fameuse cabine surnommée la cabine Jean, Jean Morel respirait calmement. Il sentait les vibrations profondes et sourdes du moteur remonter à travers le plancher jusqu'à la semelle de ses bottes. Il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur, fixant l'imposante charrue réversible à 5 corps qui pendait à l'arrière. D'un geste fluide et décidé, il abaissa le levier du relevage hydraulique. Le métal massif s'écrasa au sol et les socs s'enfoncèrent avec un craquement lugubre dans la croûte dure de l'argile bleue. Le piège de la terre amoureuse venait de se refermer sur lui. Jean enfonça alors la lourde pédale de l'embrayage mécanique et enclencha la première vitesse de la gamme de travail. Un claquement sec et rugueux retentit sous la cabine. Aucune hésitation électronique, aucun écran clignotant pour analyser la situation. Juste l'homme, l'acier brut et la terre implacable. Jean posa son pied sur l'accélérateur et relâcha lentement l'embrayage. Sur le bord du chemin, la foule retint son souffle, guettant le raté fatidique, attendant que le moteur s'étouffe pitoyablement sous le poids colossal de la glaise picarde. Mais au lieu de caler, au lieu de brouter ou de s'agenouiller face à l'effort, le monstre d'Italie fit l'impensable. Il se mit à chanter. Un sifflement aigu, perçant, d'une intensité presque douloureuse, déchira soudain le silence matinal. C'était le cri caractéristique du turbocompresseur qui entrait violemment en action. Le tracteur ne donna pas le moindre à-coup. Il se contenta d'avancer, arrachant la terre collante avec une facilité déconcertante.
D'énormes rubans d'argile noire et luisante, lisses comme des miroirs tant la terre était compacte, commençaient à se retourner. Le géant glissait vers l'avant comme si les lois de la gravité et de la résistance venaient d'être subitement effacées. François Dupont baissa lentement son appareil photo, le doigt figé sur le déclencheur, tétanisé. Je fais une courte pause ici, car il est absolument crucial que vous compreniez ce qui s'est réellement passé à cet instant précis. Ce que je vous décris n'est pas une légende inventée pour faire frissonner au coin du feu. C'est de la physique pure, appuyée par des données historiques et des courbes de couple bien réelles. La magie de cette victoire réside dans le cœur même de la machine, le légendaire moteur Iveco de type 8365.25. Contrairement à la concurrence allemande qui cherchait à tirer sa puissance de régime moteur très élevé, Fiat avait fait le pari de la force colossale. Ce bloc en fonte cachait une cylindrée gigantesque de 8,1 litres. Son secret ne résidait pas dans la vitesse de rotation, mais dans le souffle et la masse. Son couple maximal, une force de traction dévastatrice, était disponible à un régime ridiculement bas. Face à un obstacle extrême, ce moteur ne s'étouffait jamais. Il ne cherchait pas à tourner plus vite. Il se contentait de respirer plus profondément, arrachant littéralement la victoire au sol sans la moindre aide numérique. Pour comprendre comment ce colosse d'argile cuite a pu humilier la terre la plus redoutable de Picardie en ce matin glacial, il faut plonger au cœur de ses entrailles. Il faut ouvrir le ventre de la bête et observer l'anatomie d'un monstre mécanique conçu sans la moindre once de pitié. Le véritable secret de cette démonstration de force ne résidait pas uniquement dans le moteur gargantuesque, mais dans la manière dont cette puissance brute était transmise au sol. Le Fiat Agri était équipé d'une boîte de vitesse synchronisée purement mécanique, offrant 16 rapports en marche avant et 16 en marche arrière. Un véritable labyrinthe d'acier massif. À cette époque, à l'aube du milieu des années 80, la concurrence allemande et américaine commençait tout juste à s'éprendre de la modernité. Les ingénieurs intégraient les premières boîtes semi-automatiques, les fameux systèmes PowerShift, accompagnés de leurs balbutiements électroniques et hydrauliques. Ces systèmes sophistiqués avaient un défaut majeur dans les conditions extrêmes. Face à une surcharge brutale, face à un mur de glaise impénétrable, la machine réduisait d'elle-même la puissance pour protéger ses disques d'embrayage fragiles. Elle lissait l'effort. Elle rendait les armes pour se préserver. Le tracteur italien, lui, ne connaissait ni la pitié ni la préservation. Son impressionnante transmission mécanique ignorait totalement le concept de capitulation. La force colossale du moteur Iveco était transférée directement, de manière impitoyable, d'encontre dent, pignon après pignon, jusqu'aux essieux planétaires. Il n'y avait aucune perte hydraulique, aucun filtre, aucun capteur pour dire au tracteur qu'il souffrait. C'était une connexion directe et violente entre l'explosion du diesel et la croûte terrestre. Un marteau-piqueur de 8 tonnes forgé dans la faute. À l'intérieur de la cabine, Jean Morel vivait cette brutalité dans sa chair. Ce poste de pilotage, affectueusement surnommé la cabine Jean en raison de ses emblématiques garnitures en tissu bleu dénime, n'était pas le cocon silencieux et aseptisé des engins d'aujourd'hui. C'était une véritable caisse de résonance, un espace où la mécanique devenait une expérience physique et viscérale. Jean ne conduisait pas simplement ce tracteur, il en faisait partie. Chaque tôle, chaque vitre, chaque levier de commande vibrait au rythme furieux des 6 cylindres. L'aiguille du contour restait clouée, immobile, refusant de chuter malgré la résistance terrifiante de la charrue qui labourait les entrailles du champ. L'atmosphère autour du fermier était saturée d'odeurs enivrantes. Il respirait le parfum lourd et chaud de l'huile de transmission portée à haute température, mélangée à l'arôme acre et authentique du gazole recraché par le long tuyau d'échappement droit vers le ciel brumé. Sous lui, le véritable combat se déroulait au ras du sol. Les immenses pneus arrière, des gommes de 650 mm de large qui représentaient le summum de la traction de l'époque, s'enfonçaient sans relâche dans l'argile de Picardie. Les profonds crampons de caoutchouc cherchaient désespérément l'adhérence. Ils mordaient la glaise, l'arrachaient avec une violence inouïe, projetant de gigantesques mottes bleutées dans les airs à chaque rotation. Le mastodonte ne se contentait pas de labourer la parcelle maudite des terres noires. Il la broyait, la soumettait à sa volonté d'acier dans un vacarme assourdissant qui faisait littéralement trembler les os de tous ceux qui osaient regarder ce spectacle sur le bord du chemin. Soudain, le rythme imperturbable du géant fut brisé. À mi-parcours, les 5 socs de la charrue percutèrent un mur invisible. Sous la couche superficielle se cachait une semelle de labour, une veine d'argile hyper compactée par les décennies, dure comme du béton armé. C'était exactement à cet endroit, l'année précédente, que le tracteur de l'entrepreneur avait rendu l'âme dans un hurlement d'acier broyé et une odeur de garniture brûlée. Le choc fut d'une violence inouïe. Dans la cabine, Jean fut violemment projeté vers l'avant. Le chant strident du turbo se mua soudain en un grognement féroce, presque bestial, raclant le fond de la gorge du moteur de 8 litres.
Le régime chuta brusquement. Pour la première fois de la matinée, le mastodonte italien semblait plier le genou. Une épaisse colonne de fumée noire, dense comme de la suie pure, jaillit brutalement du pot d'échappement pour venir balafrer le ciel gris de Picardie. C'était le signe incontestable d'un moteur poussé dans ses ultimes retranchements, crachant tout le carburant possible pour survivre. Sous l'effort dantesque, l'imposant nez du tracteur se souleva de plusieurs centimètres, cherchant le ciel, prêt à se cabrer totalement. N'importe quel autre conducteur aurait cédé à la panique. N'importe qui aurait écrasé la pédale d'embrayage dans un réflexe de survie pour sauver la transmission. Mais Jean garda les deux mains serrées sur le volant à en faire blanchir ses jointures. Il ne bougea pas d'un millimètre. Il fit aveuglément confiance à la faute. Et dans un craquement sinistre, un hurlement de pignon qui refusait catégoriquement de céder, la terre finit par craquer. La croûte d'argile explosa en d'énormes blocs de la taille d'une enclume. La machine, elle, n'avait pas rompu. Elle reprit sa marche implacable, avalant le reste du sillon avec la fureur d'un prédateur. Sur le bord du champ, le spectacle avait littéralement figé l'assemblée. François Dupont, d'ordinaire si prompt à la moquerie, s'avança lentement vers la lisière fraîchement retournée. Il prenait garde à ne pas salir ses bottes. Il se pencha, plissant les yeux avec méfiance. Il cherchait désespérément la preuve d'une défaillance. Il traquait la trace d'un patinage excessif des roues, l'odeur âcre de la gomme martyrisée ou d'une mécanique en surchauffe. Mais il ne trouva rien. Absolument rien. Sous ses yeux s'étendait une ligne de labo parfaite, profonde, insolente de maîtrise. Le tracteur de terre cuite venait de traverser à une vitesse terrifiante ce que son propre engin allemand aurait à peine osé affronter 2 rapports plus bas. Sans prononcer un seul mot, le visage fermé et le regard vide, François tourna les talons. Il retourna vers son véhicule dans un silence de cathédrale. Le roi de la plaine venait de perdre sa couronne. Ce soir-là, alors que le crépuscule avalait les terres noires, Jean Morel savourait sa victoire. Le pari était gagné, l'honneur était sauf, et le mutisme des sceptiques valait tout l'or du monde. Mais alors qu'il reprenait le chemin goudronné pour ramener le monstre à la ferme, un détail infime vint troubler sa tranquillité. À travers le volant massif, au bout de ses doigts fatigués, Jean perçut une fine, très fine vibration métallique dans le circuit hydraulique de direction. Un tressaillement presque imperceptible qui ne figurait dans aucun manuel technique. Ce n'était qu'un murmure, mais pour un homme de la terre, c'était un sombre présage. La victoire du jour n'était qu'un simple échauffement. L'enfer redouté de l'automne, celui de la campagne betteravière, se préparait déjà en coulisses, et cette vibration était la promesse d'une épreuve infiniment plus cruelle. Le mois de novembre s'abattit sur la Picardie avec la brutalité d'un couperet glacé. Une pluie battante, incessante et impitoyable martelait les plaines dénudées depuis plus de 2 semaines. La campagne betteravière, d'ordinaire une période d'effervescence et de labeur acharné, s'était transformée en un véritable cauchemar éveillé. La fameuse argile bleue des terres noires ne se contentait plus d'être amoureuse ou simplement collante au toucher. Elle était devenue un marécage magnétique. Une boue épaisse, visqueuse et mortellement froide qui aspirait littéralement tout ce qui osait s'y aventurer. Les immenses tas de betteraves sucrières attendaient misérablement au bord des champs, gravement menacés par le gel imminent. Si les racines venaient à geler dans cette mélasse noire, toute la récolte de l'année ne serait plus qu'une bouillie infâme et sans aucune valeur. La survie financière de tout le village ne tenait plus qu'à un fil et le temps pressait horriblement. Dans la cabine au capitonnage bleu de son Fiat Agri, Jean Morel entamait sa 14e heure de conduite ininterrompue. Ses yeux brûlaient, rougis par la fatigue écrasante et la concentration extrême qu'exigeait chaque mètre parcouru dans l'obscurité. Son dos endolori encaissait stoïquement chaque secousse brutale que le monstre d'acier lui transmettait sans ménagement. Derrière lui, la machine tractait sans relâche d'immenses remorques chargées à ras-bord, un convoi titanesque pesant près de 30 tonnes, qui s'enfonçait dangereusement dans les ornières gorgées d'eau. À l'intérieur du poste de pilotage, l'atmosphère était étouffante, un véritable choc d'essence. Le chauffage tournait à plein régime pour repousser le froid mordant de la nuit, mêlant l'odeur piquante de la boue froide qui séchait sur les tapis en caoutchouc aux effluves lourds, presque caramélisés, de l'huile de transmission portée à des températures extrêmes. Jean attrapa sa bouteille thermos cabossée d'une main engourdie et avala une grande gorgée de café noir et amer. Ce breuvage brûlant était le seul rempart dérisoire qui le séparait encore de l'épuisement total. Mais le tracteur, lui, ne montrait absolument aucun signe de fatigue. Le rugissement régulier et profond du moteur Iveco était une berceuse mécanique, un battement de cœur infatigable dans cette nuit d'encre. Il était plus de 2 heures du matin. L'obscurité était si dense que les puissants phares halogènes peinaient à percer le rideau de pluie et de brouillard. Alors que Jean s'engageait prudemment sur le chemin principal, défoncé et boueux,
qui menait directement à la sucrerie régionale, 2 lueurs pâles et mourantes apparurent soudainement dans la brume. Un obstacle massif bloquait la voie. Jean relâcha doucement l'accélérateur et laissa le lourd convoi ralentir au seul frein moteur, sentant les énormes pneus glisser dangereusement avant de mordre à nouveau la terre ferme. En s'approchant, la silhouette imposante d'un tracteur se dessina dans le halo jaune de ses phares. C'était un engin vert, immobilisé, complètement mort. Jean serra son frein à main, ouvrit la portière et sauta dans la boue glaciale qui engloutit immédiatement ses bottes jusqu'aux chevilles. La pluie cinglait son visage alors qu'il marchait vers la machine en détresse. Sur le siège du conducteur, le visage blême, décomposé par la panique et la frustration, se trouvait François Dupont. Son magnifique Faon, ce fleuron étincelant de la technologie allemande qu'il chérissait tant, était plongé dans un silence cadavérique. François frappa violemment le tableau de bord de ses poings. Un simple capteur électronique d'humidité, situé quelque part sous la cabine, avait pris l'eau. Un minuscule court-circuit provoqué par l'enfer ambiant venait de déclencher une sécurité numérique implacable. L'ordinateur de bord avait instantanément verrouillé l'intégralité de la transmission. Le summum de la technologie agricole n'était plus qu'un bloc de métal inerte planté au beau milieu du passage, incapable de faire le moindre centimètre, misérablement trahi par un vulgaire bout de plastique et quelques fils de cuivre humide. Jean s'approcha de la cabine sombre du tracteur allemand. La pluie glaciale fouettait son visage avec une violence inouïe, mais il pouvait clairement voir le désespoir absolu gravé sur les traits de François. L'homme qui, quelques mois plus tôt, riait à gorge déployée devant le porte-char, était maintenant au bord des larmes, les mains tremblantes crispées sur un volant totalement inutile. Jean ouvrit la portière du Faon, laissant le vent hurlant s'engouffrer dans l'habitacle glacé. François releva la tête, les yeux écarquillés par la panique pure. 3 heures, Jean, hurla-t-il pour tenter de couvrir le vacarme assourdissant de la tempête. La sucrerie ferme ses lourdes portes métalliques dans exactement 3 heures. S'ils n'ont pas ces betteraves avant l'aube, le gel va tout détruire. Toute ma saison, tout mon travail d'une année, anéanti par une misérable goutte d'eau sur un circuit imprimé. La fierté légendaire de François avait été totalement engloutie par la boue picarde. Il était terrifié, pleinement conscient que sa ruine financière se jouait là, au milieu de nulle part, dans cette obscurité poisseuse. Jean Morel ne sourit pas. Il n'y avait aucune place pour la vengeance mesquine ou la moquerie dans l'enfer de la campagne betteravière. Il tourna son regard fatigué vers les immenses remorques à double essieu de son voisin. Elles étaient pleines à craquer de racines lourdes et gorgées d'eau. Leurs pneus commençaient déjà à s'enfoncer dangereusement sous leur propre poids dans l'argile détrempée, créant des ornières qui ressemblaient à des tombes. « Dételle ton tracteur, François, » dit Jean d'une voix parfaitement calme, en essuyant l'eau glacée qui coulait dans ses yeux. « Je vais accrocher tes remorques derrière le mien et je vais les tirer jusqu'à l'usine. » François le dévisagea comme s'il venait soudainement de perdre la raison. « Les 2 remorques » balbutia-t-il, la voix brisée par l'incrédulité. « Jean, c'est de la folie pure. Il y a plus de 50 tonnes de charge morte là derrière. Dans ce marécage magnétique, ça va littéralement arracher ta boîte de vitesse en 1000 morceaux. Ton italien ne tiendra jamais le choc. C'est un suicide mécanique. Tu vas broyer ta machine pour rien. » Jean tourna simplement les talons et s'éloigna dans la boue profonde. « On verra bien ce que l'Italien a dans le ventre », lança-t-il par-dessus son épaule en retournant vers son géant incandescent. Arrêtons-nous un instant ici, car il est absolument vital de comprendre pourquoi cette décision de Jean n'était pas un acte suicidaire, mais un véritable coup de génie technique. Pour saisir la supériorité absolue du Fiat Agri dans ce moment précis, il faut parler de la mécanique de la simplicité. Dans les luxueux catalogues sur papier glacé de l'année 1984, l'électronique était vendue comme la grande libératrice, le futur radieux et inévitable de l'agriculture. Mais sur le terrain réel, dans la violence d'un automne meurtrier, elle devenait très souvent une prison fatale. Alors que les grandes marques concurrentes commençaient à bourrer leurs cabines de cerveaux numériques et de sécurités électro-hydrauliques complexes, Fiat Agri était resté farouchement fidèle à un principe inébranlable, la mécanique pure. Ce tracteur ne possédait aucun gardien électronique pour lui ordonner de baisser les bras quand la situation devenait critique. Il n'avait pas de capteur pour paniquer face à l'humidité ambiante. Ses vitesses passaient par l'action de lourdes tringles en acier massif. Son embrayage n'était pas géré par une puce intelligente, mais par la force physique brute. Le moteur Iveco ne connaissait qu'une seule règle, simple et absolue. Tant que du gazole coulerait dans ses injecteurs, le feu continuerait de brûler dans ses cylindres. Dans un environnement extrême, là où le moindre fil humide pouvait paralyser instantanément une machine hors de prix, cette autarcie totale était la seule monnaie qui comptait encore. Cette absence de protection numérique,
que les citadins prenaient de haut en la qualifiant d'archaïque, était en réalité son arme la plus redoutable. Face à l'effondrement pitoyable de la fragilité digitale, la brutalité aveugle et invincible de la fonte redevenait le seul et unique espoir de survie. Jean pataugea lourdement dans la boue glaciale, traînant derrière lui un épais câble de remorquage en acier tressé. L'effort était titanesque, chaque pas dans cette glaise amoureuse lui brûlant les cuisses. Il fixa solidement l'attelage au timon des immenses remorques de François, s'assurant que l'acier ne céderait pas. Puis, il remonta lentement l'échelle métallique de son Fiat Agri, refermant la portière sur la tempête hurlante. L'habitacle capitonné de bleu l'accueillit avec une chaleur moite, saturée par l'odeur de gazole et de sueur. Il posa sa main calleuse sur le lourd levier de vitesse mécanique. Il n'y avait plus d'échappatoire. Il enclencha la première vitesse de la gamme de travail, un son métallique sourd et définitif résonnant sous le plancher. Il posa le pied sur la pédale d'embrayage. Il sentit la résistance brutale des ressorts, la tension extrême qui parcourait déjà le châssis du monstre de terre cuite. Il prit une profonde inspiration et relâcha la pédale tout en écrasant l'accélérateur. Ce qui se produisit alors fut un véritable cataclysme mécanique. Le moteur 6 cylindres en ligne Iveco ne se contenta pas d'accélérer, il explosa de rage avec le grondement caverneux et terrifiant d'un puissant V8 en furie. Une gigantesque colonne de fumée noire, dense comme du charbon pur, jaillit violemment du pot d'échappement droit vers le ciel nocturne, déchirant le rideau de pluie battante. C'était le signal noir, la signature visuelle et brutale de la série 90 poussée dans ses ultimes retranchements. Les énormes pneus arrière de 650 mm cherchèrent frénétiquement l'adhérence. Ils patinaient une fraction de seconde, creusant furieusement la mélasse bleue, avant de mordre la roche dur enfouie sous la boue. La tension sur le câble de remorquage fut si violente que l'avant du tracteur se cabra dangereusement. Sous l'effort surhumain d'arracher 50 tonnes de charge morte à ce marécage magnétique, la boîte de vitesse se mit à hurler. Ce n'était pas un grincement de défaillance, mais le chant strident et douloureux de l'acier forgé frottant contre l'acier forgé. Rien ne cassa, rien ne céda. Le géant italien refusa catégoriquement de s'agenouiller. Centimètre par centimètre, dans un vacarme assourdissant qui faisait vibrer chaque vitre de la cabine, le convoi commença à s'extirper du piège. Jean gardait les yeux rivés sur la jauge de température. L'aiguille grimpait inexorablement vers la zone rouge, menaçante, mais elle s'arrêta juste avant la limite fatidique. Le secret de cette endurance tenait à la physique pure. La masse thermique colossale du bloc moteur en fonte agissait comme un bouclier impénétrable contre la surchauffe. Là où un moteur moderne et léger aurait fondu sous l'effort, l'Iveco absorbait la chaleur avec une indifférence souveraine. Il ne combattait pas la boue, il la soumettait par la force brute absolue. Le trajet à travers les chemins défoncés dura des heures, une éternité de secousses et de grondements sourds. Finalement, les premières lueurs blafardes de l'eau pointèrent à l'horizon alors que le convoi monstrueux pénétrait enfin sur la grande cour goudronnée de la sucrerie. Les flaques d'eau commençaient déjà à geler, craquant sous le poids des immenses roues maculées d'argile. Jean stoppa la machine, tira le frein à main et laissa le moteur tourner au ralenti. Le capot couleur terracotta irradiait une chaleur intense, dégageant une odeur de métal brûlant et de poussière cuite. Mais la mécanique respirait avec une régularité parfaite et apaisante. C'est exactement à cet instant précis qu'une élégante berline noire franchit les grilles de l'usine. La portière s'ouvrit, laissant apparaître la silhouette stricte de M. Leclerc, le banquier de la région. L'homme en costume s'arrêta net, pétrifié par la scène. Il regardait le monstre de boue fumant, le visage épuisé de Jean Morel et l'interminable file de remorques sauvées in extremis des griffes du gel Picard. Le mois de janvier 1985 recouvrit le village Picard d'un manteau de glace impitoyable. La boue liquide et traîtresse de novembre s'était transformée en une roche impénétrable. Sur les terres noires, les profondes ornières creusées par le Fiat Agri lors de cette nuit de tempête se dressaient désormais comme des cicatrices de guerre, figées pour toujours dans le sol gelé. Dans la grange de Jean Morel, le silence régnait, seulement troublé par le crépitement chaleureux du poêle à bois et le frottement régulier d'un chiffon sur la carrosserie. Jean nettoyait méticuleusement les immenses moyeux de son géant de terre cuite. C'est à ce moment précis que le crissement familier des pneus d'une berline sur le gravier gelé brisa la quiétude matinale. Monsieur Leclerc, le banquier, descendit de sa voiture noire, emmitouflé dans un épais manteau de laine. Il pénétra dans l'atelier en frottant ses mains gantées, le regard glissant immédiatement vers le monstre d'acier. Son attitude avait radicalement changé depuis leur dernière entrevue. L'arrogance polie du financier avait laissé place à une forme de respect silencieux, presque teinté de fascination. Il s'approcha du colosse italien, posant son lourd porte-documents sur un établi crasseux. « Monsieur Morel,
Commença-t-il d'une voix posée et grave. J'ai passé la nuit entière à éplucher les bilans de la campagne betteravière. La moitié de vos voisins, y compris François Dupont, défilent dans mon bureau depuis 3 jours pour implorer des reports d'échéance. Leurs marges bénéficiaires ont été intégralement pulvérisées par les factures de réparation de leurs systèmes électroniques et de leurs boîtes de vitesse sophistiquées. Mais votre dossier, lui, est une anomalie mathématique totale. Non seulement vous avez rentré votre propre récolte à temps, mais l'argent que vous avez facturé pour le remorquage nocturne de leurs bennes embourbées a couvert l'intégralité de la première année de votre prêt. Vous avez payé 1 an de crédit en une seule nuit de tempête. Jean posa son chiffon imbibé d'huile, esquissant un léger sourire en coin. Le Fiat n'a pas de capteur qui coûte le prix d'un lingot d'or, monsieur Leclerc, répondit-il doucement. Il n'a que de la fonte qui fait son travail, sans poser de questions. Mais le banquier fronça les sourcils, ajustant ses lunettes cerclées d'écailles. C'est justement ce qui m'amène aujourd'hui, Jean. Mon conseiller technique m'a formellement prévenu qu'arracher 50 tonnes de charge morte dans un marécage paraît équivaut à une condamnation à mort mécanique. Il m'a assuré que n'importe quelle transmission du marché en ressortirait, broyée de l'intérieur. La banque a besoin de savoir si la machine sur laquelle elle a gagé son argent n'est pas déjà devenue une ruine roulante. Sans prononcer un mot de plus, Jean Morel s'accroupit près de l'immense pneu arrière. Il saisit une lourde clé plate et dévissa calmement le bouchon de vidange magnétique du réducteur planétaire, là où la force de torsion subit la pression la plus extrême et la plus destructrice. Un filet d'huile épaisse coula dans un bac de récupération. Jean essuya le filetage et tendit le bouchon sous le nez du banquier. L'huile était sombre, certes, mais l'aimant fixé au bout de la pièce était absolument immaculé. Pas une seule limaille de fer. Pas le moindre éclat argenté, pas l'ombre d'une poussière d'usure anormale. Rien. Le métal n'avait pas scié. Cette transmission, surdimensionnée à l'extrême et pensée pour les pires conditions de la planète, avait encaissé le choc titanesque des 50 tonnes sans même transpirer. Le banquier fixa l'aimant propre, puis leva les yeux vers la carrosserie. Il venait de comprendre que face aux éléments déchaînés, la véritable richesse ne se mesurait pas en circuits imprimés, mais en épaisseur d'acier. Le silence respectueux qui flottait dans l'atelier, juste après la révélation de l'huile immaculée, fut soudainement interrompu par le crissement familier de nouveaux pneus sur le gravier gelé de la cour. Un utilitaire aux couleurs de la concession de machines agricoles locales venait de se garer aux côtés de la berline noire du banquier. Monsieur Lemaire, le concessionnaire historique de la région, descendit lourdement de son véhicule. Mais contrairement à ses habitudes, il ne venait pas les mains vides pour vanter les mérites de ces dernières nouveautés technologiques ou pour réclamer le paiement d'une facture de réparation exorbitante. Il tenait fermement par le goulot une vieille bouteille poussiéreuse de Calvados hors d'âge, un alcool ambré réservé exclusivement aux très grandes occasions dans les campagnes françaises. Il s'avança vers Jean Morel et M. Leclerc, fixant le gigantesque tracteur de terre cuite avec un mélange indéfinissable d'envie, d'incompréhension et d'admiration totale. Il déboucha la bouteille en silence et versa généreusement le liquide, doré dans 3 petits verres ébréchés qu'il avait trouvés sur l'établi. « Jean, commença le concessionnaire d'une voix rauque, tu ne devineras jamais qui était assis dans mon bureau à la 1 heure ce matin, avant même l'ouverture officielle des portes. François Dupont. Il a jeté les clés de son magnifique tracteur allemand sur mon bureau. Il a donné en reprise sèche. Il veut un Fiat Agri, exactement le même que le tien. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il refusait de se retrouver une seule fois de plus planté dans la boue glaciale à regarder un engin italien faire le sale boulot pour lequel sa propre machine était subitement devenue beaucoup trop délicate. Le maire avala son verre d'un trait et secoua la tête, visiblement dépassé par les événements. Et ce n'est pas le seul, Jean. Mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis l'aube. Les agriculteurs de toute la plaine picarde défilent à la concession comme pour un pèlerinage. Ils sont littéralement terrorisés par les factures de cet hiver. Ils ne veulent plus du tout entendre parler d'ordinateurs, de capteurs sensibles ou de boîtes automatiques. Ils exigent tous le géant de terre cuite. Ils veulent de la fonte pure, des leviers mécaniques et un moteur qui démarre même quand l'enfer météorologique se déchaîne. En l'espace d'une seule nuit de tempête, le paria dont tout le monde se moquait effrontément était devenu le roi incontesté de la région. Jean Morel laissa échapper un rire silencieux. Il prit son verre, savoura la brûlure de l'alcool fort, puis posa sa large main calleuse sur le capot massif de son tracteur. La tôle rayonnait encore d'une puissance tranquille et infaillible. « Vous savez, messieurs, » murmura Jean en regardant les 2 hommes engoncés dans le manteau, quand cette machine est arrivée dans ma cour en mars dernier, tout le village est venu ricaner sur mon dos. On m'a dit avec mépris que c'était de la ferraille invendable, que ce n'était construit qu'avec des pâtes et de la tôle bon marché.
Il fit une longue pause, laissant le silence froid de l'atelier souligner le poids de ses paroles. Mais vous savez quel est le véritable secret? Les pattes, c'est ce qui donne de l'énergie pour travailler dur, de l'aube au crépuscule. Et la tôle, même si on la cabosse ou qu'on la déchire contre un arbre, un bon paysan pourra toujours la ressouder lui-même avec un vieux poste à l'arc. Mais quand une foutue carte électronique décide de rendre l'âme sous la pluie, au milieu des betteraves, c'est toute l'exploitation qui meurt à petit feu. La qualité n'a pas de passeport, messieurs. Elle ne parle pas une langue précise. La vraie qualité, elle ne se mesure qu'en heures de fonctionnement continu, une heure âpre après l'autre, sans jamais baisser les bras. Nous sommes à l'aube du mois de septembre de l'année 2024. Le paysage de la plaine Picard n'a presque pas changé, les mêmes horizons lointains et le même vent glacial qui annonce l'automne, mais le monde agricole, lui, a été totalement bouleversé. Jean Morel a passé le cap des 80 ans. Son dos est voûté par des décennies de secousses mécaniques et ses mains noueuses portent les stigmates indélébiles du travail de la terre. Assis paisiblement sur le banc de pierre devant la vieille maison familiale, il observe en silence l'évolution frénétique de son ancienne exploitation. C'est désormais son petit-fils, Léo, un jeune homme pressé de 27 ans, diplômé d'une école supérieure d'agronomie, qui tient fermement les rênes du domaine. Léo ne jure que par la précision millimétrée. Il pilote la ferme avec des drones survolant les parcelles au lever du jour, des scanners de sol infrarouge et une armada de tablettes connectées en permanence à des serveurs distants. L'immense cour de la ferme est aujourd'hui dominée par un colosse de technologie. Le dernier investissement massif de Léo, un tracteur ultramoderne de 400 chevaux, un vaisseau spatial agricole à 450 000 €, bourré à ras-bord de puces électroniques, d'antennes GPS et d'écrans tactiles flamboyants. C'est le joyau absolu de la ferme intelligente, censé optimiser chaque goutte de carburant et chaque gramme d'engrais. Mais ce matin-là, alors que le ciel se charge dangereusement de nuages noirs et gorgés d'eau, promettant une tempête dévastatrice pour la fin de journée, une tension glaciale règne dans la cour. L'engin futuriste est totalement immobilisé sur le béton. Il refuse catégoriquement de bouger le moindre centimètre. Léo tourne frénétiquement autour de la gigantesque roue à avant, le visage déformé par l'angoisse et la colère, tapotant compulsivement sur l'écran fissuré de sa tablette tactile. Une minuscule sonde d'analyse des gaz d'échappement, un simple capteur d'abus perdu dans le labyrinthe du pot catalytique, vient de signaler une erreur microscopique. L'ordinateur de bord ultra sécurisé, programmé pour ne prendre aucun risque environnemental, a instantanément basculé l'intégralité du monstre de 400 chevaux en mode de sécurité absolue. Le moteur est électroniquement bridé. Le tracteur est complètement paralysé. Pire encore, Léo tente désespérément de réinitialiser le système, mais un message laconique et implacable clignote en rouge sur le tableau de bord numérique. Le serveur central du constructeur, situé à des milliers de kilomètres d'ici, est temporairement hors ligne pour une maintenance de routine. Sans la validation distante de ce serveur invisible, le système informatique embarqué interdit formellement le démarrage du moteur. Impossible d'activer la prise de force, impossible de soulever un outil, impossible de faire ne serait-ce qu'un mètre pour se mettre à l'abri. Le chef-d'œuvre technologique de près d'un demi-million d'euros n'est soudainement plus qu'un luxueux presse-papier en plastique brillant et en fibre de verre, trônant inutilement au milieu de la cour. Léo s'effondre presque de désespoir contre l'aile démesurée de sa machine. C'est foutu, grand-père, hurle-t-il, la voix brisée par l'impuissance face à l'absurdité de la situation. La tempête arrive dans quelques heures, on doit absolument finir de semer la parcelle des terres noires avant que ça ne devienne un marécage. Et je suis complètement coincé parce qu'un foutu serveur informatique est en pause café à l'autre bout de l'Europe. Le piège de l'hypertechnologie venait de se refermer violemment sur lui. L'outil censé lui offrir une liberté et une efficacité absolue l'avait transformé en otage consentant d'une fragilité numérique insaisissable. Jean Morel se leva lentement de son banc de pierre. Ignorant les jurons désespérés de son petit-fils, il marcha d'un pas lourd mais résolu vers les portes massives en chêne de l'ancienne grange, celle que l'on appelait désormais le bâtiment du patrimoine. Il repoussa les lourds battants qui grincèrent sur leurs gonds rouillés. Dans la pénombre, il était là, le Fiat Agri 180 à 90 turbo. Ses lignes carrées, taillées à la serpe, semblaient presque menaçantes face aux courbes douces et plastifiées du monstre moderne paralysé dehors. Jean grimpa à l'échelle métallique avec la souplesse de ses souvenirs. Il n'avait pas besoin de code PIN, d'empreintes digitales, de tablettes tactiles ou d'une quelconque autorisation venue d'un serveur distant. Il souleva le lourd capot couleur terracotta, glissa sa main calleuse vers la pompe d'amorçage de carburant et pompa manuellement le gazole. Un rituel sacré, un geste viscéral qu'il maîtrisait les yeux fermés. Il s'installa sur le siège au coussin bleu fatigué, inséra la clé métallique usée et tourna le contact. Le démarreur grogna.
Puis, dans un rugissement tonitruant qui fit tomber la poussière des poutres centenaires, le géant d'Italie s'éveilla. Le grondement caverneux du moteur Iveco de 8,1 litres explosa dans la cour, faisant vibrer jusqu'aux vitres immenses et fragiles de la nouvelle étable hyperconnectée. C'était le son pur et dur de l'indépendance. Le vieux sifflement du turbo déchira l'air lourd de l'après-midi, prêt à arracher une fois de plus la ferme aux griffes du désastre. Quelques heures plus tard, alors que le vénérable tracteur venait de terminer le semis des terres noires juste avant que les premières gouttes de la tempête ne s'abattent, un luxueux véhicule tout-terrain aux plaques néerlandaises s'engagea dans la cour. Un homme élégant, un riche collectionneur passionné par les légendes agricoles, en descendit. Il tourna autour du Fiat Agri couvert de boue fraîche comme s'il admirait une œuvre d'art inestimable de la Renaissance. Sans la moindre hésitation, l'homme sortit son carnet de chèques et regarda Jean droit dans les yeux. Il lui offrit 75 000 euros, payables immédiatement, pour l'embarquer le soir même vers un musée climatisé. Une somme astronomique, vertigineuse, qui représentait presque la valeur d'achat originale de la machine 40 ans plus tôt. Léo, le petit-fils, écarquilla les yeux. C'était une fortune inespérée qui effacerait d'un seul coup les factures de son propre engin technologique défaillant. Mais Jean Morel posa tendrement sa main sur la tôle tiède de l'aile avant, là où l'histoire de 4 décennies s'était incrustée. Il regarda le collectionneur avec un sourire doux mais inflexible et secoua lentement la tête. « Ce n'est pas un investissement, monsieur, » murmura le vieil homme avec une conviction inébranlable. « Un investissement. On s'en sépare quand le marché est favorable pour faire du profit. Cette machine, ici, cette machine, c'est la liberté pure. » Il se tourna vers Léo, plantant son regard fatigué mais perçant dans celui de la nouvelle génération. Ce tracteur est le rappel permanent que le progrès, s'il n'est pas solidement bâti sur des fondations mécaniques indestructibles, n'est qu'une dangereuse illusion. La liberté ne se vend pas pour du papier, elle se transmet. Et vous, quelle est la machine la plus vitale sur votre ferme? Est-ce la plus moderne ou celle qui ne vous a jamais laissé tomber? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec ceux qui pensent que la mécanique n'a pas d'âme. À la prochaine.